OK, donc nous allons passer à la séance pratique. Donc, comme j'ai mis ici, donc nous allons réaliser l'entraînement d'un réseau de neurones en faisant tous les calculs de toutes pièces. Donc, nous allons suivre le plan suivant. Premier lieu, on va définir le modèle, comme on a l'habitude de le faire. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais générer des données synthétiques et puis je vais calculer la sortie du modèle ou bien du réseau à partir des entrées XI. Et le modèle, en fait, je vais donner des valeurs aléatoires. Et en utilisant ces dernières, je vais calculer les sorties qui sont différentes des YI, qui sont les sorties réelles. Donc, après, on va passer à la fonction de perte de loss. Donc, on va définir la fonction, écrire le code de la fonction. Et puis, générer aussi des données synthétiques pour pouvoir calculer, tester, pour voir si ça marche. Et après, on va maintenant faire la dérivée. Donc, la troisième partie maintenant qui est le mécanisme de mise à jour. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va dériver, hein, comme on l'a dit, en utilisant les équations de Cauchy, là, la méthode de Cauchy. Et puis, ben, quand on va finir de faire la dérivée, on va mettre tout ça dans des fonctions qui sont dédiées. Et donc, on aura toutes les pièces du puzzle. Il suffira maintenant de tout mettre ensemble pour pouvoir faire toute la procédure d'entraînement. OK, donc la définition du modèle. Donc, le modèle, on va utiliser un modèle très simple, une seule neurone, une seule couche. Donc, c'est juste une fonction linéaire d'OVX plus P. Bon, il n'y a pas plus simple que ça, hein, qui existe encore. Donc, une petite remarque, c'est qu'on a un réseau d'une seule couche. Euh, Normalement, on devait s'attendre à avoir la fonction d'activation ReLU. Mais il y a un principe en général, c'est que dans les réseaux de neurones, bon, c'est que la dernière couche, en fait, on n'applique pas d'activation sur la dernière couche. Parce que la dernière couche va être étudiée directement pour être, euh, pour pouvoir calculer le loss. Donc ça, c'est un principe général. Et comme dans notre cas ici, on a seulement une seule couche, donc finalement, on n'aura pas du tout de relu. Parce que cette couche-là qui devrait avoir le relu, ou bien la fonction rectifier linear unit, ben, comme il se trouve que c'est la dernière couche en même temps, donc il y a pas cette activation rélue là. Donc, ça reste juste une fonction, voilà, linéaire, simplement. Donc, aussi, j'ai pas écrit, mais c'est que je considère que c'est un problème de régression, hein. Donc, les valeurs de sortie sont des valeurs entières, ce ne sont pas des valeurs discrètes. Donc, f de x est égal à x fois w fois x plus b, où x c'est l'entrée et w et b, ce sont les paramètres, voilà, qui vont être appris normalement, hein, voilà, à partir des données. Mais pour le moment, là, c'est juste que j'ai présenté en fait la forme de la famille de fonctions. Donc, pour chaque W et B, ça donne une instance de cette famille-là. Donc, le code, il est très simple, hein. Donc, je ne pense pas qu'il y a plus simple. Bon, en tout cas, c'est quand même un code très simple, hein. Vous pouvez le voir, hein. Donc, f, x, qui prend un x que j'ai déclaré comme étant un float un nombre à virgule flottante, vraiment pour W et pour B. Donc, ça, c'est un élément en Python, c'est qu'on peut indiquer le type des données. Donc, lorsque le type est indiqué, ça fait que finalement, le Python il commence à se rapprocher plus d'un langage statique, tel que le langage C, où tout doit être spécifié, surtout les types. Et justement, quand le type est spécifié comme ça fait que l'exécution du programme est beaucoup plus rapide. Et puis aussi, ça aide celui qui lit la fonction, il comprend que, bon, voici un peu les conditions qui doivent s'appliquer sur ces fonctions-là. Parce que quand on ne met pas les types, vous voyez que, bon, il faut peut-être regarder le nom, est-ce que le nom, il est parlant, et ainsi de suite. Donc, petit commentaire, modèle linéaire simple. Et W fois X plus B. Donc, c'est juste ça. Voilà. Donc, on peut l'exécuter. Bon, attendez que je pense que j'avais déjà exécuté avant, je vais reprendre à zéro. Voilà. Donc là, on va générer des données. Donc, premièrement, d'abord, c'est qu'on va définir le vrai modèle qu'on veut que notre réseau puisse approximer. Donc,
comme je suis dans le domaine, en train de mettre en place un modèle linéaire, je vais supposer déjà des vrais paramètres du modèle linéaire qui existe, que j'appelle W trou et B trou. Donc, je mets 2 1. Donc, en l'occurrence, c'est 2 fois x plus 1, la vraie fonction, le vrai modèle. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais générer des données. Donc, le NP random uniforme. Donc, je vais générer des valeurs en suivant la loi uniforme entre -5 et 5, donc de -5 à 5. Et je vais générer 20 nombres, 20 valeurs qui sont comprises entre -5 et 5 en suivant la loi uniforme. Et je vais appeler ça, donc ça va constituer mes X d'état. Maintenant, les Y d'état, maintenant, c'est la vraie sortie à laquelle on s'attend. C'est W true fois X d'état, hein, plus B true et auquel je vais ajouter un petit bruit, donc qui suit la loi normale, centrée et réduite, c'est-à-dire que de moyenne 0 et puis de euh, écart type ou bien variance 1, et puis je veux 20 points. Donc, vous voyez que tout ce qui est ici est aligné parce que le W trou, c'est un coefficient. X d'état, il y a 20, il y a 20 points X d'état qui sont là. Et j'ai B trou ici. Donc, on va multiplier, quand on va multiplier le coefficient par les 20 points, donc ça veut dire que chacun des points va être multiplié par 20. Supposons qu'il y avait une valeur qui était 1, ça va faire 1 fois double trou. Donc, ça va faire 2 fois 1. S'il y avait une valeur qui était 0, bon, ça va faire 0. Donc, ça va multiplier, en fait, double trou va multiplier chacun des 20 éléments ici. Et on va ajouter B trou à chacun des éléments. Voilà, donc, c'est ce qu'il y a là ici. En Python, voilà, c'est possible de additionner en fait un vecteur avec une valeur. Ce qui va se passer, il y aura une opération qu'on appelle le broadcast, c'est-à-dire que on va changer la dimension de celui-là pour le faire passer à la même dimension que celui-là. Et on va juste dupliquer les valeurs. Donc finalement, lui, là, il va devenir en fait B trou qui a une valeur, ça va devenir en fait un vecteur de 20 éléments où chacun des éléments, c'est 1. Voilà. Donc c'est voilà comment ça marche. Donc, ça fait que finalement, je peux avoir, j'ai mes données et je peux exécuter ça maintenant. Donc, j'ai mes données, j'ai la vraie fonction. Je peux afficher sur le graphe, sur un graphique. Euh, donc, je vais aller là. Donc, voici le graphique ici. Le trait vert, ça, c'est la fonction, hein, la vraie fonction. Et là, ce sont les points, hein, qui sont aux alentours. Donc, la vraie fonction, Y-line, ouais, c'est W trou plus X line plus B trou. Donc, X line, vous voyez, c'est marqué ici line space. Donc, c'est une fonction qui est en NumPy qui permet en fait de faire quoi? De, on va dire, d'échantillonner en fait des points entre -5 et 5 à intervalles réguliers. Donc, là, si on a 100 éléments, c'est que de -5 à 5 cet intervalle-là, ça fait combien? Ça fait 10, non? Ça fait 10 divisé par 100. Donc, 10 sur 100, ça fait 0,1. Donc, chaque 0,1, il y aura un point. Donc, il y aura -5, -5,1, -5,2, ainsi de suite jusqu'à arriver à 0, 0,1, 0,2. Donc, ça va être les 100 points qui vont être là. Et avec les 100 points, on va calculer l'image avec la fonction. Et puis, bon, là, on affiche ici. Donc, c'est ce qu'on fait là. Et là, on a juste affiché les points, hein, qu'on avait fait, quand on a défini ici les Y d'état qui sont bruités. Donc, vous voyez que ces points-là sont autour de la droite. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, on a notre fonction définie, on a les données qui sont générées. Bon, on va maintenant passer à l'initialisation des paramètres du modèle. Donc, je vais initialiser le W avec une valeur aléatoire. Voilà. Donc, rand n, c'est pour dire que ça assume la loi normale, rand n. Donc, voilà les valeurs qui ont été données, 0,2 et puis -1,95. Donc, je vais afficher dans un graphique
la droite qui correspond à à notre modèle. C'est-à-dire que lorsqu'on initialise le modèle des valeurs aléatoires, on va voir à quoi ressemble cette droite-là, qui est, on va dire, aléatoire au départ. Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'est le même fonction, c'est le même code qui était là tout à l'heure. Là, j'ai mis dans une fonction. Comme ça, je peux le rappeler plusieurs fois pour éviter de faire des duplications dans le code. Donc, ça, c'est une attitude à adopter, c'est très important. Plus on duplique le code, plus le risque d'erreur est important. Parce que quand il y a une erreur quelque part, il faut aller changer 15 fois qu'on a mis le même code. Alors que si on n'a pas, on a mis tout ça dans une fonction et qu'il y a une erreur, on va juste changer une seule fois dans un endroit et après on réexécute après, tout se met à jour. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de voilà, mettre le code dans des fonctions. Dès qu'on a quelque chose qui fait une chose, une tâche bien précise, c'est toujours mieux de me donner une fonction. Donc, j'ai mis ici plot et en paramètre, il y a les Y data et autres. Et j'ai supposé que les X line, Y line sont des paramètres par défaut. Donc, j'ai mis derrière les valeurs par défaut. Donc, ben, je exécute ça et maintenant, je peux calculer la prédiction, hein. Je calcule la prédiction à partir de F. Je vais afficher un peu déjà la taille, il y a combien d'éléments, et puis je vais afficher les 5 premiers éléments. Et après, ce que je vais faire, je vais maintenant afficher le modèle. Voilà. Donc, j'ai le X data, Y data et puis les prédictions. Donc, je vais afficher. Et là, on voit qu'il y a 20 éléments, donc c'est normal, puisqu'on a 20 X data, donc les Y prédits vont être 20. Et voici quelques valeurs, les 5 premières valeurs qui sont là, moins 2,22, moins 1, ainsi de suite. Donc, regardons sur le graphique, on voit que la droite de notre modèle, vraiment, elle est très loin de la vraie droite, hein. Et on voit qu'il y a un écart assez important. OK, donc maintenant, on va passer à la fonction de perte. Donc là, on va dire, on a tout, hein, on a les éléments là. On sait calculer la sortie à partir du modèle. Et puis, on a mis en place quelques fonctions utilitaires pour pouvoir voir comment le modèle est. Donc, ça va nous permettre de pouvoir voir l'évolution du modèle au fur et à mesure qu'on va apprendre. OK, maintenant, on passe à la fonction de loss. Donc, le loss ici, comme j'ai dit au départ qu'on va faire de la régression, donc le loss, ça va être une régression, une régression. Donc, dans le coup, c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur ça, mais c'est que quand on a les modèles de machine learning, en général, la, lorsqu'on fait de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on a une sortie qu'on veut prédire, dans ce genre de situation-là, la sortie, elle est de deux types. Soit elle est catégorielle, soit elle est continue. Donc, catégorielle, c'est pour représenter tout ce qui est peut-être classe d'éléments. Par exemple, on veut prédire des couleurs, rouge, vert, jaune. On veut prédire, je sais pas, euh, peut-être le temps. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que le temps est ensoleillé ou est-ce que il pleut? Ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des valeurs qui sont discrètes. Donc, quand on a des classes comme ça, en général, on fait une correspondance entre ces classes-là et puis les valeurs 0, 1, 2, 3, des valeurs discrètes. Donc et ça nous permet de pouvoir faire la classification. Donc, un algorithme supervisé de type classification. Maintenant, quand on doit prédire, c'est une valeur qui continue. Par exemple, prédire la température ou bien prédire l'âge de quelqu'un. Donc, c'est une valeur qui est continue. Dans ce cas, on parle de régression. Donc, ce sont les termes qui sont là. C'est vrai que souvent, c'est un peu, voilà, il y a un peu des ambiguïtés, surtout quand on prend le modèle de la logistique, de la régression logistique. Le nom, c'est régression logistique, alors que c'est une classification. Donc, parfois, il y a voilà, des clashs avec les termes. Mais bon, donc nous, c'est la régression. On veut prédire une valeur. Et en général, on va utiliser le loss MSE, hein, le mean square error, l'erreur quadratique moyenne. Donc, le loss ici de Y chapeau. Y chapeau, c'est la prédiction, hein. En général, on a l'habitude d'écrire Y chapeau pour la prédiction. Et Y, ça, c'est le vrai Y. Donc, c'est égal à 1 sur N, la somme des losses appliquées à chacun des éléments de YI chapeau, YI. Donc, c'est clair là. OK.
Et donc, à partir de ça, on va chercher maintenant à dériver le loss par rapport à chacun des paramètres du modèle. Dans le cas, il y a seulement deux paramètres, il y a W et puis il y a B. Bon, là, j'ai juste répété ce qu'il vient de dire là. Donc, d'abord, je vais définir la fonction elle-même ici. Donc, j'ai créé deux fonctions simples là. Une fonction qui va checker les dimensions, parce qu'on doit avoir les mêmes dimensions, on doit avoir le même nombre d'éléments ici et le même nombre d'éléments dans la prédiction et puis les vraies valeurs. Voilà. Donc, la fonction elle est très simple, c'est une assertion qui va vérifier si les deux longueurs sont les mêmes. Si c'est pas la même, alors il y aura le message d'erreur qui va s'afficher. Y près et Y n'ont pas la même taille et je mets la taille de Y est différente de la taille de Y prédit. Voilà. Donc, bien organiser le code, voilà. Et donc, quand on lit ça, on comprend bien ce qui se passe. Et ça, je peux réutiliser ça ailleurs. Donc, très important de modulariser son code. OK, donc voilà, j'ai exécuté le MS, le loss MSE. Donc, vous voyez ici hein, le NP min pour dire la moyenne. Hein, donc, et ici, j'ai fait la différence directement. Donc, avec NumPy, comme ce sont des vecteurs, donc il va faire la différence élément par élément. Il faut que les deux aient la même taille. Donc, il va faire la différence élément par élément. Et la puissance au carré, donc en NumPy, en Python, on peut mettre deux fois le signe multiplié et deux pour pouvoir faire la puissance. Voilà. OK. Donc ici, je vais générer des vecteurs ici. On va dire des Y. Donc, j'ai mis Y1 que je vais considérer comme ma prédiction et le vrai Y que j'appelle Y2. Et j'ai fait exprès de mettre des tailles différentes. Donc, 1 à 10, 1 à 11. Donc, normalement, bon, là, j'affiche. Donc, normalement, quand je vais exécuter, ben, je dois m'attendre à avoir une erreur. Voilà. Donc, il y a une erreur, accession erreur. Voilà. Donc, on me dit, Y et Y n'ont pas la même taille. 11 est différent de 10. Donc, la taille de Y est 11 et l'autre, c'est 10. Voilà. Donc, le code match fonctionne correctement avec un message d'erreur qui est clair. Donc, je vais changer Y2 pour mettre 10 maintenant et je vais calculer. Voilà. Donc, je vois bien que le loss est égal à 2,17. Donc, voilà une valeur qui est là. Donc, maintenant, je vais maintenant calculer le loss entre mes prédictions que j'ai faites plus haut. On avait calculé, voilà, les prédictions qui sont là, qu'on a affichées ici. Et le vrai modèle et les vraies valeurs. Donc, Y data, la différence qu'il y a entre Y data et puis Y prédit. Et là, on voit que c'est 31, donc c'est vraiment très élevé. Voilà. Et c'est clair parce que regardez bien la droite verte et puis la droite rouge, il y a un écart très important. OK. Donc, maintenant, voilà, la dernière partie, c'est la mise à jour. Il faut dériver pour pouvoir appliquer la formule de Cauchy. Donc, on revient d'abord sur notre première partie. Donc, je remets ici la fonction de l'os, qui est la moyenne des différents loss appliqués à chacun des éléments de Y chapeau I. Et c'est égal à la différence au carré, comme c'est marqué là. On a une dimension, donc la différence on va dire la norme au carré, c'est la différence simplement au carré. Hein. OK. Donc, j'ai bien sûr que L de Y chapeau I est égal à la différence au carré. Donc, on va utiliser ici la formule de la dérivée des fonctions. Hein. Donc, puisque je vais calculer la dérivée de ça par rapport à W. Donc, la dérivée de L par rapport à W, ça va être la dérivée de L par rapport à I chapeau. Maintenant, multiplié par la dérivée de I chapeau par rapport à W. Donc, on a mis ces deux éléments-là. Donc, ça, c'est la loi, on va dire, c'est la formule de composé de fonctions. Hein. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a vu, on a vu au lycée, hein, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous pouvez peut-être regarder, lire un peu sur Internet pour voir dériver de la composée de fonctions. Voilà. OK. Maintenant, donc, ce qui signifie que pour pouvoir calculer ça, il nous faut calculer dérivée de L par rapport à Y chapeau et la dérivée de Y chapeau par rapport à W. On va commencer par la fin là, à droite. Donc, bon, pareillement aussi pour B aussi, c'est la même chose, mais c'est ce qu'on va remplacer ici par B. On va utiliser la même dérivée intermédiaire
qui est par rapport à Y chapeau I. Donc, on sait déjà que YI chapeau est égal à F de XI qui est égal à W XI plus B. Donc, avec ça, on peut dériver YI chapeau par rapport à B et par rapport à W. Et c'est très simple, hein. Dériver de ça par rapport à W. Donc, on a W fois X. Donc, si je dérive par rapport à W, le W va devenir 1, il va rester XI. Et le B est indépendant de W, donc ça va donner 0. Donc, c'est XI. Et après, si on fait la dérivée par rapport à B, ben, on a seulement B ici. Dérivée de B par rapport à B, c'est 1. Ça fait 0. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très simple, une dérivée très simple, dérivée de YI. Ici, c'est XI et là, c'est 1. Donc, il reste maintenant la dérivée qui est là. Et cette dérivée-là, c'est juste la dérivée de ce qui est là. Donc, ça, c'est une fonction, quelque chose de très simple. Ça moins ça. Donc, on applique la dérivée directement. Ben, c'est égal à 2 fois YI chapeau moins YI. Hein, donc, c'est dérivé de la forme f à la puissance n. Donc, ça fait n moins 1, et ça fait n plutôt, n fois f à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, le 2 va descendre, et puis on va faire 2 moins 1, donc ça fait 1. Voilà. Bon, normalement, après, on devrait dériver par rapport à i même, i chapeau, mais donc ça donne 1, donc ça reste lui-même. Donc, voilà la dérivée. Donc, on a juste qu'à multiplier ça par ça et ça par ça. Donc, ça fait que la dérivée de L par rapport à W, c'est 2xi multiplié par yi, ou bien facteur de yi chapeau moins yi. Voilà. Ça dérive par rapport à W. Et dérivé par rapport à B, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de xi. Donc, très simple. Donc, on a nos dérivés. Donc, on sait comment on peut dériver le loss par rapport aux paramètres. Donc, il suffit maintenant de calculer ça. Donc, on va mettre ça dans des fonctions. On va faire une fonction pour la dérivée par rapport à W, une autre fonction pour la dérivée par rapport à B. Et puis, voilà. Bon, on peut mettre les deux dans une fonction, mais bon, on va séparer le code, hein. Voilà. OK. Donc, euh, bon, là, bien sûr, c'est la dérivée par rapport à juste l'élément, le ième élément. Mais si on veut calculer la dérivée de L par rapport à W, ben, on va juste remplacer, hein. Ça sera 1 sur 2, puisque la dérivée de somme, c'est égal à la somme des dérivés, hein. Donc, si on applique la dérivée par rapport à W ici, si je prends la somme ici, ça signifie qu'on va appliquer la dérivée de ça la dérivée de L par rapport à W, ça va être 1 sur N, la somme dérivée à l'intérieur ici de LI chapeau, LI par rapport à W. Donc, on va juste remplacer ça dans chaque élément de la somme. Donc, quand on fait ça, le 2 va sortir en 2xi. Le xi, il va rester dans la somme puisque la somme est basée, se fait sur i. Donc, i n'est pas indépendant. X n'est pas indépendant de i puisque c'est chaque xi. Donc, le 2 il est indépendant, donc il peut sortir. Donc, ça fait 2 divisé par n. Et la somme de i allant de 1 jusqu'à grand N de xi multiplié facteur de yi chapeau moins yi. Donc, pareillement, la dérivée de L par rapport à W, c'est 2 sur N et on a juste la somme sans le X. Voilà. Donc, là, on a la dérivée complète du loss par rapport à W, la dérivée complète du loss par rapport à B et on va mettre chacun dans une fonction. Voilà. Donc, ici, simple, j'appelle la fonction gradient W, hein. Donc, en général, on parle de gradient. Et comme on le voit ici, on a besoin de XI, on a besoin de YI chapeau, qui est la prédiction, et puis on a besoin de la vraie valeur YI. Donc, j'ai mis ici X d'état, Y d'état, et puis Y prédit. Voilà, donc le prédit, c'est le chapeau, et le X, Y chapeau, ce sont les XI et les YI. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Donc là, en fait, si vous voulez, X data, en fait, c'est l'ensemble de tous les XI. Y data, c'est l'ensemble de tous les YI. Y prédit, c'est l'ensemble de tous les YI chapeau. Voilà. Donc, je vais checker les dimensions parce que vous voyez que la somme est basée sur le I et ils ont tous la même dimension. Donc, il y a 5 et il y a N éléments. Donc, ils doivent avoir tous le même nombre d'éléments. Donc, je vais faire la vérification, m'assurer que le nombre d'éléments dans X data est égal au même nombre d'éléments dans Y data. Et pareillement aussi, le nombre d'éléments dans Y data est égal au nombre d'éléments dans Y prédit aussi.
Donc, c'est le même. Vous voyez que là, je peux réutiliser la fonction que j'ai mis tout à l'heure, là, simplement, sans réécrire tout ce code-là. Et après cela, j'applique la formule ici. Donc, vous voyez, la formule est très simple. Deux fois NP min, qui est la moyenne, parce que c'est un sur, voilà, une somme. Donc, la moyenne de quoi? De X d'état, hein, fois Y prédit moins, mes facteurs de Y prédit moins Y data. Donc, encore une fois, avec Python, quand on fait ça, ça dit que il va faire les opérations élément par élément. Ça signifie en fait que X data du premier élément dans ce vecteur X data là va se multiplier par Y prédit premier élément moins Y data premier élément. C'est ce qui va se passer. Donc, c'est comme si c'est, vous voyez ça comme deux vecteurs qui sont là, et puis on fait les opérations sur chaque I, sur chaque ligne à un instant, sur chaque I. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir sous forme de vecteurs toutes les opérations. Et puis maintenant, on va faire la somme. Hein. On va faire la somme maintenant sur tous les éléments. Donc, ouais, c'est assez compact, mais ça résume toute la formule mathématique qui est là. Donc, pour le gradient de B, c'est pareil. Bon, ici, vous voyez que ça dépend seulement de Y prédit, Y chapeau, et puis le Y, donc on a seulement les deux. Je vais juste vérifier les dimensions sur ces deux vecteurs-là. Et puis, j'applique la même formule comme tout à l'heure, mais sans multiplier par XI. Voilà. Et c'est tout. Donc, aussi simple que ça, j'ai mon gradient et je les ai calculés. Donc, maintenant, je peux appliquer. Hein. Donc, je calcule ici, par exemple, le gradient en donnant X data, Y data et puis les Y prédits. Voilà, je passe. Et pareillement aussi pour B. Et vous voyez que le gradient de W est égal à moins 29, quand même beaucoup, hein. Et le gradient de B, c'est moins 3,85. Voilà. Donc, avec ces gradients-là, je peux faire une mise à jour. Donc, je vais faire ici une mise à jour. Donc, n'oubliez pas, le double trou, c'était 2. Hein. C'était 2. Et le B trou, le vrai B, c'était 1. Normalement, la vraie fonction, c'est 2x plus 1. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le W avant la mise à jour. Parce que là, j'ai calculé le gradient, mais je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas encore appliqué la formule de Cauchy, qui est en fait ce qui est ici. C'est la formule de Cauchy qui va me permettre de mettre à jour de sorte à pouvoir améliorer la performance. Donc, j'affiche et je fais maintenant la mise à jour. Donc, pour chaque paramètre est égal à son ancienne valeur moins état fois son gradient. Donc, le gradient de l'os par rapport à W, gradient de l'os par rapport à B. Voilà. Et je vais afficher après. Donc, vous voyez que le W était à 0,20 et là, après la mise à jour, il est passé à 0,5. Et c'est bon parce qu'il est en train d'avancer puisque normalement, c'est 2. La bonne valeur, c'est 2. Donc, si W repartait, diminuait, on va dire que bon, là, il y a un problème, il est en train de diverger. Mais là, il est en train de converger parce que s'il rapproche de 2. Pareillement aussi le B normalement, c'est 1. On était à moins 1,96, maintenant on est à moins 1,92. Donc, vous voyez que on est en train de se rapprocher de 0. N'oubliez pas, hein, avec euh, les valeurs négatives, ben, plus on augmente, plus on s'éloigne de 0 là. Voilà. Donc, plus on diminue, on se rapproche de 0. Donc, B ici, il est en train de se rapprocher de 0. Donc, ça dit que c'est bon. Non, B doit être égal à 1, mais avant d'arriver à 1, il faut d'abord arriver à 0. Donc, si on se rapproche de 0 déjà, c'est qu'on est sur le chemin pour arriver vers 1. Donc, on peut dire que la mise à jour vraiment a modifié W et B de sorte à se rapprocher aux vraies valeurs de W et de B qui sont 2 et 1 respectivement. Voilà, donc, vous voyez que la formule de Cauchy, elle marche bien. Et on peut réafficher, hein, on peut réafficher pour voir comment la fonction elle est devenue maintenant. Bon, c'est peut-être pas trop visible, mais il y a quand même un petit changement par rapport à ce qu'on avait auparavant. Hmm.
Le changement, il est très petit, mais il y a quand même cette amélioration. OK, donc maintenant, vous voyez que là, on a fait en fait un tour complet. On avait calculé les prédictions depuis ici. Après la prédiction, on a calculé l'erreur avec le loss qui était 31. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé les gradients pour pouvoir appliquer la formule de Cauchy de mise à jour, de sorte à pouvoir améliorer. Donc, une fois qu'on a fait la mise à jour, euh, ah oui, c'est normal. Je vois un peu, j'ai fait une erreur. En fait, la prédiction qui est là, c'est l'ancienne prédiction. Parce qu'une fois qu'on a mis à jour le modèle, on a mis à jour les paramètres, ça veut dire que le modèle, normalement, il a changé. Donc, normalement, en fait, je dois calculer de nouveau YPRED. YPRED est égal à F de X d'état euh, W et puis B. Donc là, ce sont les nouveaux W, là, le B, le W à jour, le B à jour. Donc là, voilà. Donc là, on sent plus la différence, que ça commence à se rapprocher. Voilà. On commence à se rapprocher. Voilà. Donc c'est beaucoup plus incliné maintenant. Donc on va dire, avant c'était un peu dans cette direction-là. Voilà. Je peux dire que c'était un peu comme ça. Voilà. On voit que il y a une certaine rotation. Ça bougeait un peu pour se rapprocher. Hein. Il essaie de venir maintenant vers, euh, vers la droite verte, qui est la droite du modèle le modèle réel, en fait. Voilà. Qu'on veut que notre réseau puisse euh, approximer. OK. Donc, maintenant, bon, on va mettre tout ensemble ici. Donc, ici, j'ai mis tout ensemble. J'ai la prédiction, j'ai l'erreur, le calcul des gradients, la mise à jour des paramètres du modèle. Donc ici, je mets tout de façon compacte pour qu'on puisse voir. Donc le loss maintenant est devenu 23. Vous voyez qu'avant on était à 31, maintenant il est à 23. Donc ça montre qu'il y a quand même il y a une bonne évolution. Donc 23 maintenant. Euh, Ce que j'affiche, c'est les gradients. Donc les gradients maintenant c'est à moins 24. Hein. Et là maintenant on est à moins 4. Bon là, moins 4. Et bon, ça ce sont les gradients, c'est pas le W et le B. Voilà. J'aurais voulu interpréter ça comme le W. Donc, avant la mise à jour, le W est égal à 0,05, B est égal à moins 0, moins 1,92. Après la mise à jour, vous voyez qu'on est passé à 0,7. Vous voyez qu'on se rapproche de 2, qui est la valeur réelle, hein, du vrai modèle. Et pareillement aussi, on est passé de moins 0, moins 1,92 à moins 1,88. Vous voyez qu'on se rapproche encore de 1, ou bien de 0, on va se rapprocher de 1. Donc, on voit que le modèle est en train la mise à jour vraiment a un impact sur la performance qui est en train de réduire et au rapprochement aussi de la vraie fonction. Donc, maintenant, on va mettre tout ça dans une boucle et on va faire tourner ça sur un nombre d'itérations. Donc, ici, j'ai mis combien? 150 itérations. Bon, ça, je n'ai pas parlé de ça la dernière fois quand j'ai présenté la fonction loss dans le cours. Dans l'autre vidéo, la vidéo précédente, c'est que vous avez vu que quand on a vu l'algorithme de Cauchy, on a vu que, quelle que soit la position, le point va être poussé vers le minimum local. Mais on a dit que le état, là, en fait, c'est lui qui va pondérer la dérivée. Et cela a une conséquence, c'est que si le état est trop petit, il va avancer doucement, très doucement, pour arriver au minimum local. Ce qui va faire que
ça va mettre du temps. Il y aura beaucoup d'itérations avant d'arriver. Mais par contre, si le état il est trop grand, vous voyez qu'il risque de dépasser, de sauter d'un côté à l'autre. Donc, il va osciller. Et là, ça va faire qu'il ne va pas converger. Il va se rapprocher du minimum et puis, paf, il va sauter de l'autre côté. De l'autre côté encore, il va être tiré pour vers le minimum encore. Il va sauter encore de l'autre côté, il va rester là à osciller. Donc, c'est, bon, peut-être pour schématiser ça, c'est que, voilà, c'est comme ça qu'on avait. Donc, on a dit que le point, quand il est là, peut-être je vais prendre une autre couleur pour, voilà. Donc, le point, il est là. Si le état est trop petit, le prochain pas, c'est qu'il sera ici. Ah, donc, il va bouger très peu. Le prochain itération, il va être ici. Prochaine itération, il va mettre du temps avant d'arriver. Maintenant, si l'état est trop grand, premier pas, il peut se retrouver ici. On est proche maintenant du minimum local. Ah, le minimum local, c'est là. Mais si le état est trop grand, il va sauter, il va arriver ici. Ben, on sait qu'avec l'algorithme de Cauchy, il va revenir, il va chercher à venir vers ici. Ben, il peut encore sauter, il va retrouver, il va revenir ici. Donc, il peut toucher, donc, il peut osciller comme ça. Donc, c'est un peu le problème, c'est qu'il faut un compromis. Pas trop petit, pas trop grand. Sinon, trop petit, on va arriver, on va mettre trop de temps avant d'arriver. Trop grand, on va diverger, on va sauter, on va manquer. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est juste pour illustrer, je peux effacer ça maintenant. Donc, je vais augmenter euh, le état. Moi, ici, je vais mettre 0,1. Parce que j'avais fait le test et ça demandait beaucoup d'itérations. Ben, on va prendre juste 50 itérations. Voilà. Voilà, donc c'est le même code, hein. Donc, juste que je vais afficher l'itération avec le loss à l'itération. Et puis, ben, voilà, avec les mises à jour. Donc, j'exécute. Donc, le loss est passé à 18. On était à 23, maintenant on est à 18. Vous voyez que le W, il est devenu W, il est devenu 2,7. Avec là, il a dépassé. Et à la deuxième itération, le W est devenu 1. Donc, je pense peut-être que la valeur est un peu trop relevée, justement. Et ils sont en train d'osciller. Donc, là, on est à 2,5 encore. On était à 2,7, on est à 2,5. 2,5. Le W, il est en train de devenir 2,3. Bon, 1,8. Ça commence à se stabiliser. 2,19 après la mise à jour. Pas mal. Bon, après, on est revenu encore à 1,80. Bon, donc après les 50 itérations, on peut aller voir la fin. Donc, on est à 1,94, donc on est vraiment très proche de 2. Vous voyez que l'os est à 0,75 et le B, ben, c'est 0,7. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment constater ici que le loss, il est 0,075 depuis un moment, comme s'il est bloqué. Donc, peut-être qu'en fait, il a atteint un minimum local, ce qui fait que, voilà, ça a du mal à progresser. Voilà. Donc, et là, on peut afficher maintenant, vous voyez maintenant que la droite maintenant coïncide pratiquement avec la droite verte. Donc, si on reprend le schéma qu'on a tout à l'heure, vous voyez qu'on était là. Et là, maintenant, après ces 50 itérations-là, ben, la droite du modèle, maintenant, elle est très proche de la vraie droite en vert. Voilà. Donc, ça veut dire que l'apprentissage vraiment fonctionne. Donc, pour terminer, ce que j'ai fait, voilà, j'ai remis tout ici. Donc, j'ai appelé modèle égal à F. J'ai remis le W true et WB true. J'ai mis la génération des données dans une fonction. Et j'ai aussi créé une fonction pour l'initialisation des paramètres
qui va retourner les paramètres initialisés. Et puis, j'ai défini une fonction, voilà, print, qui va aussi sauvegarder l'historique aussi des différents loss et puis les différentes valeurs de W aussi hein, pendant l'apprentissage. Là, c'est quasiment la même boucle qu'on a tout à l'heure là, sauf que j'ai enlevé les prints pour pouvoir afficher chaque fois, donc pour rendre ça un peu plus propre. Puisqu'on on va conserver, on va avoir un journal là pour pouvoir garder les valeurs de chaque itération, la valeur de W et puis la valeur du loss. Et puis on va faire une animation qui va permettre de pouvoir voir comment est-ce que ça évolue. Donc, je vais exécuter ça. Et maintenant que c'est fait, je vais générer les données et puis je vais entraîner. Et la fonction entraînement, elle retourne historique hein, des W. Voilà. Donc, je vais exécuter ça. Et voilà. Ouais, que c'était vraiment très rapide. Hein. Pour 100 itérations, hein, ça allait très vite. Ouais. Donc, ici, le état, j'ai mis 0,07. Et là, je vais maintenant créer, je vais appeler la fonction de l'animation. Je vais créer l'animation. Donc, c'est en train de voilà, charger pour créer l'animation. Et je vais pouvoir voir voilà, le processus d'apprentissage. Donc, voilà le début. Donc, je peux bon, peut-être que j'ai un peu trop agrandi. Est-ce que je vais réduire un peu la taille? Voilà. Donc, je peux faire play. Bon, c'est un peu trop rapide. Peut-être qu'on puisse constater. Voilà. Voyez, voyez, l'antenne s'est rapprochée. Donc, ça, ce sont les itérations. Vous voyez les itérations 0, 1, 2, 3. Voilà, c'est en train d'avancer. 13, on est là. 19, 20, 25, 30. Voyez, 40. Ok, on se rapproche. 40, 60. Voilà. Et donc, vous voyez là que le modèle vraiment, il apprend et que la formule de Cauchy marche bien. C'est que chaque mise à jour fait que le modèle commence à se rapprocher des valeurs réelles. Voilà, donc c'est ce que j'avais voulu présenter. Donc, vous voyez que voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. On applique les formules et puis ben, ça marche. Donc, je vous encourage à jouer. Vous pouvez choisir d'autres, W true et B true. Hein. Et voilà, vous pouvez peut-être jouer, hein, changer peut-être l'intervalle, ça dépend. Voilà, jouer un peu avec ça et puis entraîner d'autres modèles, voilà, Actus B et autres. Voilà, donc, c'est quelques petits éléments que vous pouvez faire. Peut-être aussi, je peux vous encourager aussi à peut-être tester une autre fonction de loss. Bon, pas loss, mais plutôt la mise à jour. Donc, là, on a appliqué la formule de Cauchy, la formule de brute de Cauchy, mais justement, quand on arrivait à un minimum local, donc le W ne change plus et le B reste figé. Mais étant donné que c'est un minimum local, c'est possible qu'en réalité, il peut y avoir un autre minimum qui est à côté, mais on ne sait pas. Supposons qu'on est dans un cas où la fonction est comme ça. Donc, peut-être que lorsque le W est bloqué là, c'est-à-dire la dérivée est nulle, peut-être qu'on se retrouve, peut-être qu'on se retrouve quelque part ici. Vous voyez? Mais étant ici, ben, il y a un minimum qui est meilleur, qui a une valeur encore plus faible, qui va donner un meilleur résultat, on a une valeur plus faible ici. Donc, avec cet algorithme-là, on reste bloqué là. Donc, il y a d'autres méthodes qui existent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle momentum, qui fait qu'on ajoute en fait une certaine valeur là pour faire échapper de ce minimum local là, qui fait que étant ici, il peut sauter pour aller explorer notre minimum local. Peut-être en tombant ici, il peut aller maintenant converger vers ce meilleur minimum. Donc, pour chercher sur Internet, algorithme de la descente du gradient avec momentum, et vous pouvez appliquer la formule pour voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Voilà. OK, donc merci bien. Et puis j'espère que voilà, c'est clair, voilà, le processus d'apprentissage. Voilà, donc au fond, voilà, tout ce que vous, comme le chat GPT que vous voyez, c'est la procédure. C'est vrai que nos données sont des données plus simples, mais cette procédure en fait qui est utilisée hein, pour pouvoir voilà, apprendre. OK, donc je vous remercie.